poursuivons cette discussion de marché avec John Plassard qui est avec nous en visioconférence depuis la Suisse, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau. Bonjour et bienvenue John, merci beaucoup d'être avec nous à distance. Vos commentaires sur les événements qui marquent ce début d'année 2023, à commencer par la séquence de publication de résultats. Le coup d'envoi a été donné vendredi. Évidemment, on a encore assez peu d'entreprises, de publications d'entreprises pour se faire une idée complète du quatrième trimestre 2022, du point de vue de l'activité des entreprises, mais c'est toujours intéressant de suivre les premières publications des grandes banques américaines en l'occurrence et les réactions de marché qui ont suivi. Oui, tout à fait. Bonjour Grégoire. En fait, c'est très intéressant ce que nous racontent les banques et ce que nous ont raconté les banques vendredi. C'est que, en fait, les résultats ont été aidés par la hausse des taux d'intérêt, on s'y attendait, des banques centrales, et aussi à la résilience des consommateurs. Donc on voit que, d'une certaine manière, ça tient. Les profits continuent d'être résilients. Les bénéfices étaient un peu moins bons qu'attendu, mais c'était pas réellement une surprise. Et d'un autre côté, on sait que les banques, face à une situation économique où on voit qu'il y a une dégradation, vous en parlez juste avant, eh bien, sont dans une situation où il faut mettre de l'argent de côté. Alors, si vous regardez la plus grande banque américaine, JP Morgan, eux vous disent que on est dans une situation où le quatrième trimestre devrait marquer le début d'une récession qui serait assez faible. Donc, en fait, globalement, qu'est-ce que c'est ? On est dans une situation où c'est pas catastrophique. Pour l'instant, tout tient. C'est le fameux soft landing dont on parle toujours, voire une récession, une nouvelle récession technique, c'est-à-dire 2 trimestres de baisse ou légèrement négatif. Eh bien, c'est c'est dans le consensus d'absolument tout le monde, consensus des banques. Et l'idée qui est assez intéressante ici, c'est que, en fait, fondamentalement, on pourrait sortir par le haut. Parce que si vous n'avez pas de récession, si vous avez un marché qui continue à tenir et un consommateur qui continue à tenir, un consommateur américain, notamment grâce à ce fameux taux de chômage qui reste toujours si bas aux États-Unis, on peut sortir par le haut et on peut avoir des surprises positives avec, cerise sur le gâteau, le redémarrage de la Chine en deuxième partie d'année. Et je vous rappelle quand même, c'est important de le noter, parce que c'est quand même le premier partenaire économique des États-Unis. Et donc ici, on a pas mal d'arguments aussi pour regarder le verre à moitié plein, en se disant qu'effectivement, on met des réserves de côté, les banques américaines mettent des réserves de côté, mais potentiellement ne vont pas devoir les utiliser. Donc je trouve, moi, alors vous me direz que c'est 15 jours, mais je trouve que c'est assez sain comme début de publication des résultats des entreprises américaines. D'autant que pour les publications relatives au quatrième trimestre de l'année 2022, on n'a pas eu de vague de warning ou d'avertissement sur chiffre d'affaires ou sur résultats, John. Et on sait pourtant que les entreprises américaines sont spécialistes dans le guidage des anticipations de marché. C'est-à-dire que quand on voit venir un gros problème sur les résultats, les grandes entreprises ont une communication financière qui permet justement d'ajuster le consensus des analystes. Là, j'ai pas vu de warning spectaculaire, ou en tout cas de warning en série qui mettrait en péril les publications de ce quatrième trimestre. Oui, vous avez tout à fait raison. Pour revenir sur les anciens trimestres qu'on avait eus, vous aviez des entreprises comme Walmart, par exemple, les supermarchés, qui avaient effectivement averti en disant qu'ils avaient trop de stock, que leur marge allait baisser, etc. Donc on voyait déjà qu'on avait préparé, comme vous le dites, Grégoire, on avait préparer le terrain, et là on ne l'a pas. Donc effectivement on est dans une situation où on s'attend. Alors évidemment le test, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être les entreprises de la tech, bien évidemment, voir si là aussi il y a une décélération ou si on anticipe une reprise de commandes en fin de cette année, voire en deuxième partie de l'année. Et on sait que l'année passée, les entreprises qui avaient le plus baissé dans le secteur de la tech étaient les entreprises qui n'avaient pas de profit. Vous savez, il y en a plusieurs, il y a Uber, il y a Roblox, il y en a plein, etc. Et il y a un indice sur Bloomberg, par exemple, que vous pouvez suivre, où on voit que c'était absolument catastrophique. Et ça va être intéressant
de regarder là quelles vont être les réactions de marché, parce que ça va peut-être vouloir dire que la tendance qu'on a depuis le début de l'année, qui est que les grands perdants sont les grands gagnants, elle pourrait potentiellement se poursuivre ces prochaines semaines. D'autant qu'effectivement, la tech annonce quotidiennement des plans de restructuration, des plans de départ, etc. Et donc, in fine, on voit quand même des grandes entreprises qui ajustent leur base de coûts dans un moment où effectivement les marges pourraient être sous pression. Donc, intéressant de voir comment le marché appréciera ces différentes annonces des grands groupes technologiques. Netflix publiera donc ses résultats jeudi après la clôture des marchés américains pour entamer la série de publications des grandes plateformes américaines. À ce titre, là, comment est-ce que vous regardez ce démarrage d'année ? John, vous l'avez déjà évoqué, il est spectaculaire. La tendance est très favorable, notamment aux actions européennes, relatif aux actions américaines. Gagner quasiment 1% en moyenne sur chaque jour de bourse pendant les 2 premières semaines de l'année, on a du mal à imaginer que ce soit un rythme soutenable pour les 50 ou 49 prochaines semaines, John. Malheureusement non, je dirais. Ce serait absolument extraordinaire et du jamais vu évidemment. Mais l'idée ici, c'est de dire que, on l'a dit ensemble, Grégoire, à la fin de l'année passée, c'est que le consensus est quasiment toujours faux. L'idée du consensus en fin d'année dernière, c'était de dire que le marché allait fortement baisser en début d'année, puis après il allait remonter. Évidemment, c'est en tout cas, ce qui se passe. On commence pas. Je sais pas ce qui est en train de se passer, mais je dirais une chose par rapport à ce que je disais avant, c'est-à-dire les grands perdants de l'année passée sont les grands gagnants. On a l'impression qu'il y a aussi, qu'on le veuille ou non, un aspect technique ici, parce que on achète les valeurs qui avaient le moins bien fait. On essaye de réajuster ses positions vendeuses, donc il y a une espèce de short squeeze aussi sur plusieurs valeurs qui avaient mal fait l'année passée, qui avaient été shortées par le marché, surtout des gros hedge funds. Et aussi, il y a une volonté de faire un peu de performance, d'essayer de faire un peu de performance par rapport à l'année catastrophique qu'on a vue l'année passée. Alors, évidemment, ça fait plaisir à tout le monde, mais évidemment, tout le monde n'est pas investi dans le marché des actions parce qu'on l'avait dit, le consensus s'attendait à autre chose. Alors, ce qu'il faut faire très attention ici, et c'est ce qui va très certainement, enfin j'espère, dans mon scénario, se passer, c'est que en fait, vous savez, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire les marchés montent, surtout en Europe, comme vous l'avez dit, et on a un consensus qui va se mettre, qui va évoluer et va faire comme il a fait ces 50 dernières années en disant, voilà, enfin, c'est l'année de l'Europe. Enfin, il va falloir revenir sur l'Europe. Et enfin, l'Europe va avoir une meilleure performance que les États-Unis. Alors, je l'espère, évidemment, mais on voit que ces dernières années, malheureusement, quand il y avait un redémarrage fort de l'économie au global ou des anticipations de redémarrage, c'était les États-Unis qui gagnaient. Alors, il y a plein d'arguments pour dire que l'Europe pourrait surpasser les États-Unis. Mais je vous rappelle quand même une chose, Grégoire, et on est obligé d'en parler, c'est que c'est aussi une question de cycle monétaire. Et on sait que les États-Unis, la Fed va arrêter de monter ses taux certainement lors de la 2e ou la 3e réunion, environ. Et la BCE, elle, aura quand même pas mal de questions qui sera toujours présente, et comme on sait qu'elle a un cycle monétaire de retard, potentiellement, lorsque la Fed va s'arrêter, on sait que normalement c'est positif quand elle fait une pause pour les actifs plus risqués, eh bien, on sera toujours dans un cycle de rehaussement des taux en Europe, et ça, ce sera préjudiciable pour les actions européennes. Donc, il faut faire attention ici, et je pense qu'on va certainement, dans les semaines qui suivent, et j'espère me tromper, on va avoir une prise de bénéfice sur ce qui s'est passé depuis le début de l'année, et on va rentrer dans une deuxième phase qui sera cette deuxième partie d'année, ou légèrement plus tôt, la phase qu'on appelle la désinflation. Ouais. Et qui doit profiter à qui ? Au plus, en tout cas, John, justement, cette séquence de désinflation, est-ce qu'elle doit profiter à des actifs à duration longue, par exemple, sur les marchés actions ? Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est très intéressant. J'ai regardé plusieurs statistiques depuis ces 100 dernières années, et on a eu. Faut faire très attention avec le titre. On ne parle pas de déflation, mais on parle de désinflation, c'est-à-dire une baisse de l'inflation par rapport au plus haut. C'est ce qui est en train d'arriver aux États-Unis 6 mois de suite. Alors évidemment, ça va être volatile, mais peu importe. Dans les phases de désinflation, donc, depuis 100 ans, il y en a eu 19. Et vous avez eu une seule période dans ces 19, c'est-à-dire 5% des cas, où
vous avez eu un retour sur un an qui a été négatif, c'était en 2001-2002. Sinon, vous avez eu que des retours positifs et en moyenne. Alors, il faut faire attention avec les moyennes, évidemment, mais le S&P 500, dans les périodes désinflationnistes, eh bien, gagne en moyenne annualisée 14%. Donc, on voit que pour répondre à votre question, Grégoire, c'est dans ces périodes les actifs plus risqués. Alors on me dirait, bon, c'est évident puisque la Fed fait une pause, etc. Mais ça rentre dans ce cadre d'une désinflation et pas spécialement dans le cadre d'un arrêt. Ça va se superposer, je dirais, le fait que la Fed arrête les hausses de taux et qu'on ait une baisse de l'inflation. Mais c'est très positif pour les actifs risqués. C'est positif aussi, vous l'avez dit, pour une duration plus longue. Et tenez-vous bien, Grégoire, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'en moyenne, depuis 100 ans toujours, lors des périodes de désinflation, le fameux 60-40, vous savez, on en a parlé tellement de fois, 60% actions, 40% obligations, fait en moyenne plus 10%. Vous vous souvenez, l'année passée, année catastrophique, voire historiquement catastrophique pour le 60-40, enfin, cette année, on pourrait voir après 12 mois de lourde souffrance, on pourrait voir une performance positive. Alors, ce qu'on regarde juste, et je termine là-dessus sur la désinflation, on voit que normalement, dans ces périodes-là, la consommation discrétionnaire, les ventes au détail, les valeurs financières sont les secteurs qui performent le mieux, et ceux qui performent le moins bien sont la santé et l'énergie. Et on voit que la santé et l'énergie avaient aussi bien performé l'année passée, ou en tout cas en fin d'année passée. Donc c'est assez intéressant de regarder que les secteurs, on pourra avoir ce renversement qui pourrait se matérialiser dès qu'on aura l'impression que la Fed va arrêter ses taux, de monter ses taux, et où on aura une énième confirmation que l'inflation est en train de baisser doucement, mais elle est en train de baisser par rapport à ses plus hauts. Et oui, le marché nage dans une ambiance Goldilocks, boucle d'or, effectivement, depuis quelques semaines maintenant. Merci beaucoup, John. John Plassard, qui était avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau, qui était avec nous en duplex depuis Genève dans Smart Bourse, édition de la mi-journée sur Bismart. On se retrouve à 17h en direct.